Merci d'être avec nous ce dimanche. Les obsèques d'Élisabeth II auront donc lieu le 19 septembre et son cercueil va quitter ce dimanche. Dans quelques instants, vous pourrez le suivre à la fois en direct sur CNews et commenter sur Europe 1. Le château de Balmoral et va entamer un périple à travers l'Écosse. L'occasion évidemment pour un large public de lui rendre un dernier hommage. On va continuer à en parler de ce symbole, de ce qui va venir et advenir avec à présent l'historien Dimitri Casali. Bonjour à vous. Bonjour, Et Sonia. merci d'être avec nous. Alors, auteur de très nombreux ouvrages. Et je signale ce livre apparaître le 1er novembre, 100 dates de l'histoire de France qui ont fait le monde chez Plomb. Nous parlions, Dimitri Casali, avec Frédéric Mitterrand, de ce symbole d'Élisabeth II, symbole, on a dit, de continuité historique dans une époque, il est vrai, un peu en mal de repères et de références. Elle symboliser un monde dépositaire de respect, d'autorité. Diriez-vous également de transcendance, un petit peu de sacré aussi? C'est le point le plus important qu'on a beaucoup oublié ces temps-ci, c'est-à-dire sa dimension. Elle était sacrée de droit divin. Hein. Elle a reçu l'onction sacrale. Donc elle avait cette puissance morale, comme a parlé donc Frédéric Mitterrand. Mais moi, je dirais surtout cette puissance spirituelle. Voilà, elle avait un pouvoir spirituel qu'aujourd'hui aucun président n'a et qui comble le vide intersidéral qui peuple les esprits de nos Occidentaux en particulier, les Français en particulier. On voit bien que le vide spirituel habite les écoles, les adultes, puisque depuis que l'Église a disparu, depuis que la monarchie française a disparu, il y a ce vide terrible, ce vide spirituel, et la reine d'Angleterre comblait ce vide et justement donnait les valeurs fondamentales, les repères. C'était vraiment le roc, le ciment qui tenait la monarchie britannique. Donc, Mais un vide spirituel, vous dites un vide qu'on peut combler en démocratie ou un vide auquel ne peut répondre finalement que le monde d'hier qui est condamné néanmoins à s'éteindre? En monarchie constitutionnelle, puisqu'effectivement, comme vous le savez, elle avait très peu de pouvoir. C'était trois prérogatives quand même importantes, bien sûr. Mais cette autorité morale, cette autorité spirituelle, on le voit très bien dans son rôle de soft power mondial, puisque c'est quand même non seulement la femme la plus populaire au monde, mais surtout elle a transcendé, elle a fait aimer le drapeau britannique à travers le monde. Moi qui suis très féru de pop art et de rock and roll, c'est vrai que grâce à elle, c'est les Beatles, les Rolling Stones, Mick Jagger a reparlé de la grand-mère de la nation. Et c'est vrai que c'était elle avait cette puissance tutélaire. Et je suis assez inquiet, moi, sur le futur roi Charles III. Vous ne pensez pas qu'il est capable d'assumer cet héritage, d'être ce ciment d'union de la nation britannique? Je pense qu'il n'aura pas la même habilité. Vous vous rendez compte que Elisabeth a été formée par Winston Churchill? Il faut le rappeler, ça. C'est quand même une reine extraordinaire, qui a connu, on va pas redire, 15 premiers ministres britanniques, mais justement, aucun des derniers premiers ministres britanniques avait rencontré Winston Churchill. Et donc, c'est extraordinaire. On n'a pas idée du niveau d'habilité avec lequel elle a gouverné, elle a régné. Alors, on dit, c'est le fameux adage britannique, la reine ne gouverne pas, mais règne. Vous connaissez. Mais là, elle a régné dans toute son entièreté. Et je pense que Charles III aura bien des problèmes. Il n'a pas la même aura, la même popularité, bien sûr, mais peut-être le même talent. On le voit déjà dans ses prises de position. Son grand œcuménisme, cette ouverture aux autres religions, certes, c'est bien, mais il faut quand même rappeler qu'il est le chef de l'Église anglicane. Et je ne sais pas si, justement, il n'y aura pas un paradoxe. Mais c'est très intéressant pour vous, donc, le sacré de la reine dépendait davantage de sa personne que de l'institution, parce que Charles III prend le relais de l'institution. Alors, va-t-il accepter l'onction sacrale sur le front, Normalement, c'est tellement la tradition est omniprésente, donc il devrait accepter tous ces signes religieux, mais on va bien voir dans ses réactions, vous savez, il est très œcuménique, il est ouvert, tellement ouvert à la diversité, c'est bien, mais aujourd'hui, dans une société multiculturelle comme l'Angleterre, qui n'est pas laïque comme la nôtre, c'est vrai qu'il va marcher sur des chardons ardents. En même temps, on a bien vu que la monarchie britannique avait besoin aussi de s'inscrire renouveler dans la modernité, de se moderniser, de changer.
Voilà, donc il est peut-être plus en phase de ce point de vue-là. Alors non, avec la justement, société. celui qui est en face, c'est William, bien sûr. Et là, c'est vrai qu'à 73 ans, arriver et vouloir moderniser la monarchie britannique, j'ai des Mais doutes. c'est intéressant, Dimitri Kessel, parce que William a, pour aller vite, une image plus conservatrice, par exemple, que son frère Harry. Pour vous, il serait davantage dans la lignée, voilà, en phase avec la reine Elisabeth, et finalement le gardien de ces rites séculaires, puis d'une forme de sacré assumée et même revendiquée. Oui, on sent qu'il a quand même la carrure, il a les épaules, pour reprendre la fameuse phrase de Diana. Hein, Charles aurait-il les épaules? C'est vrai qu'on peut émettre certains doutes sur ses prises de position, parfois politiques et religieuses. Il y a quand même une curiosité pour cette institution immuable qui ne craint pas aujourd'hui de conjuguer au présent des rites séculaires. Vu de France, il y a à la fois une fascination, et je le disais tout à l'heure, même les plus farouches des républicains rendent un hommage à la reine, en tout cas montrent une certaine appétence pour ça. Comment vous l'expliquez? Comment expliquer notre relation contrariée avec ça? Oui, c'est ce qui me fascine, j'en parle souvent dans mes bouquins. En France, on a cette jalousie envers la monarchie britannique, mais c'est vrai, alors c'est très ambigu, c'est un rapport d'amour-haine. Bon, déjà, comme vous le savez, historiquement, l'Angleterre, c'est l'ennemi héréditaire. Il y a eu, non pas une, mais 3 guerres de 100 ans, hein, dès 1154, la première. Et effectivement, grâce à l'entente cordiale 1904, on a pu faire la paix avec la Grande-Bretagne, et c'est devenu la reine, justement, incarner cette francophilie. Hein. Cette personne a été notre alliée. Elle est entrée en résistance contre les nazis, donc elle a toujours aimé la France. Elle avait des déclarations, mais tout le monde a oublié que, par exemple, en 1956, lors de la crise de Suez, elle a dit « Le parachutiste français est le meilleur soldat au monde ». Et qui rebondissait. Et on voit, savez-vous, on voit l'influence de Winston Churchill, qui lui a déclaré, il faut l'entendre, que l'armée française est la meilleure armée au monde, c'est celle qui a remporté le plus de victoires. Donc, vous avez dit un mot important, cela dit. Vous avez parlé de jalousie. De quoi les Français sont-ils jaloux lorsqu'ils regardent la monarchie britannique, selon vous? Du décorum, bien sûr. Vous vous rendez compte ce sens de la mise en scène qu'ont conservé les Britanniques, mais ça date, souvenez-vous, 2005, c'est bicentenaire de Trafalgar. Ils font venir 600 000 personnes à Portsmouth, dont la reine, Tony Blair, et nous, on envoie le porte-avions Charles de Gaulle, alors que c'est une défaite française colossale. Et un an auparavant, Austerlitz, on n'avait rien fait. Chirac n'aimant pas Napoléon, on avait honte de célébrer la plus grande victoire de l'armée militaire de tous les temps. Donc c'est vrai que les Britanniques sont fiers de leur histoire. J'ai écrit un livre, Pourquoi les Français ne sont-ils plus fiers de leur histoire? Et bien voilà la différence, que même s'ils sont en pleine adaptation de leur monarchie, même s'ils savent concilier effectivement l'amour des traditions avec l'amour du progrès. Et c'est ça la force du peuple britannique. Nous, on est là, on est repentant, on est culpabilisant sans cesse. La France, c'est mal. La France, c'est... Alors que vous allez voir dans le prochain bouquin que j'écris, justement, c'est une ode à l'amour de la patrie, de la France en particulier. En même temps, est-ce que la reine, c'est pas celle qui fait oublier justement aux Britanniques le déclin du pays? Très bonne question, parce que non seulement elle a vécu la Seconde Guerre mondiale, où elle fut notre amie, notre alliée, mais elle a vécu aussi la fin et la chute de l'Empire britannique, le plus grand empire colonial qui n'ait jamais existé, un quart de la planète. Et c'est vrai que là, ils sont très forts, il faut le reconnaître, puisqu'eux, ils ont su décoloniser d'une manière très habile, c'est-à-dire, regardez, en Inde, au Pakistan, ils sont partis en baissant les couleurs, levant la tête et tout, et dès qu'ils sont partis, le Pakistan et l'Inde se sont fait la guerre où il y a eu plus d'1 million de morts. Donc, ils ont toujours été beaucoup plus habiles que nous. Et c'est bien le grand malheur de la France. Mais il y a une forme de mélancolie peut-être en ce moment. Est-ce qu'on peut dire qu'avec Élisabeth II, les Anglais, les Britanniques, ils avaient une espèce d'écran pour ne pas s'avouer eux-mêmes qu'ils n'étaient plus la grande puissance qui organisait l'histoire, mais elle marquait le prestige hérité de ce passé? Oui, parce que c'est vrai que ça rassure quelque part de voir cette image immuable pendant 70 ans, vous vous rendez compte, depuis 53, d'avoir cette personne exceptionnelle qui était là comme la grand-mère de la nation. En France, on a toujours été fasciné par l'homme providentiel. Ou la femme providentielle, comme Jeanne d'Arc par exemple. Et c'est vrai que ça nous manque énormément. On sent qu'il y a cette jalousie, cette envie,
cette admiration, cette fascination, je dirais, qu'ont les Français pour la monarchie britannique, mais en même temps, personne ne comble le grand vide spirituel qui règne actuellement dans l'esprit des citoyens On va français. continuer à en parler, on marque une pause, vous l'avez dit, personne ne comble ce grand vide spirituel et on se demande là, à l'approche de ces funérailles, quelle grande autre figure pourra rassembler autant de monde, d'abord des grands de ce monde qui seront là, mais aussi là, on le verra dans quelques instants, sur la route, après le château de Balmoral, quand les grilles vont s'ouvrir, évidemment, il va y avoir beaucoup d'Écossais et puis des Britanniques qui vont venir à sa rencontre une dernière fois. On va suivre cela en direct ensemble, à tout de suite. Le grand rendez-vous européen. Merci d'être avec nous en direct à la fois sur CNews et sur Europe 1. Dans quelques instants, le cercueil de la reine Elisabeth II, décédée jeudi, va sortir de Balmoral, va être transporté ce dimanche à travers l'Écosse pour rejoindre Édimbourg, où le public pourra rendre un premier hommage à la monarque. Je vous rappelle que Charles III a été proclamé roi samedi, 2 jours après le décès de sa mère, Elisabeth II. Ses fils, William et Harry, se sont recueillis ensemble à Windsor avec leurs époux respectifs, Kate et Meghan. Un symbole d'union malgré évidemment les profonds désaccords. Les funérailles de la reine sont donc prévues le 19 septembre à l'abbaye de Westminster à Londres. Nous en parlons avec l'historien Dimitri Kazali. Dans cette abbaye, il va y avoir forcément évidemment l'émotion, c'est évident, mais aussi le faste, la grandeur peut-être telle qu'on n'a pas connue depuis si longtemps, et cela est normal. Peut-être que vue de France, elle sera peut-être un peu moins, mais cela correspond à la fois à la reine et à l'époque, j'allais dire, aussi. Oui, mais à ce savoir-faire britannique dont je vous parlais, pour le décorum, pour la mise en scène, pour l'organisation, c'est quelque chose que nous, en France, on ne sait pas faire, qu'on ne sait plus faire, puisqu'effectivement, Napoléon III organisait encore des événements fastueux. Mais ce qui est important, c'est surtout sa résonance à travers le monde. Là, vous allez avoir pratiquement tous les chefs d'État, vous allez voir, qui vont venir pour rendre hommage à cette reine qui a visité 116 pays. Hein, c'est plus de 200 chefs d'État officiels. Donc c'est vraiment... C'est pas la reine d'Angleterre, c'est la reine avec un R majuscule de la planète. Mais Dimitri Kazali, vous semblez voir nos 2 pays, c'est-à-dire en miroir inversé. Autant l'Angleterre peut célébrer avec faste, une vraie émotion, une ferveur populaire, autant nous, vous semblez dire que nous avons perdu ces attributs. C'est ça qui est fondamental. Et nous devons tenir compte des leçons de la reine d'Angleterre en particulier, de l'Angleterre aussi, du gouvernement britannique, pour ces organisations, ces célébrations historiques. Nous ne savons plus célébrer notre histoire. Regardez, je vous parlais d'Austerlitz, qui est reconnu à travers le monde entier. Et ben maintenant, c'est une honte. Austerlitz a été sorti des manuels scolaires. Je vous parlais effectivement de Louis XIV, de nos rois de France. Il faut gommer absolument l'héritage monarchique et chrétien en France. Vous le savez, les déclarations de Jean-Luc Mélenchon et tout, pour eux, la France commence en 1789. Et ça, c'est un scandale, parce que ce sont les rois de France qui ont fait la France. Je vous entends parler avec enthousiasme de la Grande-Bretagne, et on comprend pourquoi, mais est-ce qu'il n'y a pas une tradition d'idéalisation de la Grande-Bretagne en France? À la fois chez les libéraux, on peut penser à Montesquieu, chez quelqu'un comme vous, chez d'autres, chez nos contemporains, il y a cette idée que la Grande-Bretagne serait tout ce que la France n'est pas parvenue à devenir. Non, et vice-versa, parce que comme vous le savez... 1066, Guillaume le Conquérant conquiert l'Angleterre, effectivement, et le français devient la langue officielle de l'élite de l'aristocratie britannique jusqu'au XVIe et même XVIIe siècle, puisque le français devient la langue internationale grâce à Louis XIV. Et effectivement, il y a une fascination pour la France, surtout, bien sûr, pour l'art militaire dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi le savoir-vivre français. C'est vrai que la gastronomie française sera toujours au-dessus de la cuisine anglaise, ça c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas un autre élément? C'est que la France est une nation, le Royaume-Uni, c'est évidemment infiniment plus complexe, puisque c'est composé de nations et oui, et c'est là où qui doivent rester unies, et c'est tout le problème aujourd'hui. Des doutes, puisque l'Écosse, justement, l'Écosse qui a été toujours très très proche de la France depuis 1285, il y avait la Old Alliance avec la France. Et effectivement, en 1707, elle s'est réunie, donc c'est assez récent, donc 300 ans. 300 ans à l'Angleterre. Mais son risque, c'est effectivement de vouloir se raccrocher au continent et à la France, puisqu'il y avait cette amitié
franco-écossaise. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un vertige aujourd'hui? Une fois passée la période de deuil, est-ce que le Royaume-Uni va être en quelque sorte pris de vertige face à ce risque de Ah déchirement? oui, moi j'ai très peur parce que c'est vrai que les Écossais, vous avez vu, ils avaient perdu le référendum en 2013, je crois, 45% contre 55%. Et là, aujourd'hui, dans les sondages d'opinion, les républicains écossais ont l'avantage. Donc, que va devenir la Grande-Bretagne sans l'Écosse? Et idem avec l'Irlande, vous le savez, c'est encore. Ils ont perdu, le parti unioniste a gagné les élections en juin, donc c'est encore plus grave en Irlande du Nord. Et que dire du Commonwealth, où le Canada, l'Australie veut quitter justement la reine était reine du Commonwealth, hein, d'Australie. Mais là, ils voudraient quitter effectivement le Commonwealth. On est en train de passer avec vous, Dimitri Caselli, avec Mathieu Bocoté, Nicolas Barré, en revue les défis de la Grande-Bretagne. D'ailleurs, ça résonne avec nos défis également, hein. La France est une nation, mais archipélisée malgré tout. Quel est, selon vous, l'ennemi ou le poison, justement? Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure progressisme, multiculturalisme. Est-ce que tout cela mine aujourd'hui, de votre point de vue, la société britannique, alors que la reine en était un petit peu le ciment? Oui, d'ailleurs, David Cameron l'avait avoué, hein, que le multiculturalisme, que la France avait une supériorité grâce à notre laïcité. Hein, c'est ça aussi, il faut être à nouveau fier de notre laïcité que nous avons inventée en France. Hein, c'est la France qui a inventé la laïcité à travers le monde. Hein, c'est pas, il faut le redire. Et l'Angleterre avec ce système, moi je pense que le plus grand danger, c'est bien sûr le communautarisme. Ça, il faut pas avoir peur de le redire haut et fort. Et la Dont les reine, Britanniques ont tendance à s'enorgueillir pourtant. C'est oui, leur modèle, c'est d'ailleurs, c'est leur ce modèle. qui fait Mais leur justement, société. il est justement le Brexit. Il faut pas se voiler la face. Est passé justement contre ce modèle-là. Les Anglais, les Britanniques profonds de la Grande-Bretagne profonde ont voté contre ce modèle-là. Est-ce qu'on pourrait dire que les Britanniques ont reproduit, c'est la logique impériale, ils ont reproduit dans leurs frontières la logique de l'Empire, donc des communautés cohabitent, une élite dirige tout cela, et finalement ça devient le contre-modèle de la France en la matière. Exactement, mais là ils ont réussi grâce à la reine qui était au-dessus, qui rappelait ses valeurs fondamentales. Et c'est ce que je dis toujours, en France, nous devons revenir à nos valeurs fondamentales. Ça nous permettra d'ouvrir et de nous moderniser. Mais c'est ça le talent britannique, hein, rester fidèle à nos valeurs et à nos traditions tout en nous ouvrant sur le monde moderne et actuel. Si vous nous regardez sur CNews ou vous nous écoutez sur Europa, il y a quelques instants, les grilles du château de Balmoral se sont ouvertes. Dans quelques instants, c'est le protocole. Ce sera à 11h la sortie du cercueil de la reine. C'est vrai qu'il va y avoir évidemment ce dernier hommage. On va voir quelle sera l'ambiance. On imagine quand même une ferveur pour ce dernier hommage. Dimitri Caselli, vous qui avez écrit sur les grandes figures de l'histoire, est-ce qu'il y aura encore, mais peut-être que la réponse est déjà contenue dans la question, une grande figure autour de laquelle il y aura encore ce genre de ferveur, comme ça, d'appétence populaire? Est-ce qu'ils existent encore? Est-ce qu'ils existeront encore dans quelques années? C'est très difficile Et là, on rejoint encore tout le talent de la reine, c'est-à-dire de gouverner, d'être au-dessus des partis, au-dessus des idéologies. Et là, il faut un talent inouï avec les réseaux sociaux aujourd'hui pour être au-dessus de... Vous voyez, je ne vois personne, aucun modèle. Alors peut-être un modèle religieux, peut-être, mais... Là, je suis très pessimiste pour cet avenir. Elle a échappé, selon vous, à tous les pièges idéologiques, à toutes les tendances modernes de la société, dans toutes les cases où certains auraient voulu l'enfermer ou pas? Oui, c'est la supériorité de la monarchie sur nos démocraties républicaines. C'est vrai que ces dynasties, déjà, elle a le temps pour elle, bien sûr. Elle est moins exposée que notre président ou nos hommes politiques, et puis enfin, justement, ils ont souvent, les rois, regardez, Charles, alors j'espère qu'ils ont été formés pour gouverner un pays. Et William, moi je mets beaucoup d'espoir en William, qui aura sans doute l'énergie et les épaules pour redonner de la cohésion nationale à la Grande-Bretagne dans un moment aussi douloureux. D'ailleurs, on l'a vu hier, tout simplement. Vous avez vu, quand il a rejoint son frère, tous les tabloïds, tous les médias, on voit qu'il a beaucoup plus d'aura que son père. Donc c'est vrai que le véritable espoir de la Grande-Bretagne, c'est
William Vous qu'il faites faut le déjà de placer. Charles III une parenthèse dans Oui, et l'histoire puis c'est ce britannique. nom, moi en tant qu'historien, c'est maudit, Charles. Charles Ier Ah oui, a oui, été faut faire décapité. référence à C'est cela, un oui. roi de transition. Oui, alors c'est un roi de transition, et puis historiquement, ça sonne mal, vous le savez. Il aurait pu s'appeler effectivement prendre le nom de Georges VII, hein, pour être fidèle à son grand-père, parce que Charles Ier a été décapité, Charles II a vécu des catastrophes inouïes, et il y a même eu un Charles III Stuart qui a été défait par les Anglais à Culloden. Donc c'est vraiment, c'est vraiment un prénom maudit. Donc je ne sais pas ce que ça augure pour le futur. Pour conclure, Dimitri Casilé, en regardant ces images, et j'en parle aussi, j'ai décrit à nos auditeurs avec ces grilles du château de Balmoral qui sont ouvertes, on voit les gardes, on va voir comment ce parcours va se dérouler jusqu'à Édimbourg. Est-ce que c'est pas aussi l'un des derniers visages d'une vieille Europe, hein, même s'il y a le Brexit aussi qui est en train de partir, ça nous renvoie aussi à notre continent, à nous, où nous en sommes dans cette longue histoire. Les leçons de l'histoire sont impénétrables, j'allais dire. C'est effectivement, si nous réussissons, si la Grande-Bretagne, si l'Europe en général réussit à conserver ses valeurs fondamentales, d'ouverture, d'universalisme, d'humanisme et tout, en les conciliant justement à cette ouverture, puisque bien sûr que nous sommes obligés d'accueillir beaucoup de main-d'œuvre et d'immigrés, ça c'est une évidence. Eh bien, nous réussirons à concilier la vieille Europe et la modernité qui nous attend, qui est un monde effectivement pluriel. Voilà pour les défis à la fois britanniques, français et donc européens et bien au-delà. Merci Dimitri Caselli d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté, Nicolas Barré. On va se quitter sur ces images que nous allons amplement commenter à la fois sur nos deux antennes CNews et Europe 1, ces grilles du château de Balmoral. Et évidemment, nous allons suivre le périple du cercueil de la reine qui va ainsi traverser évidemment les routes, aller jusqu'à Édimbourg. Et puis le point d'orgue, ce sera les funérailles, évidemment, que l'on va largement commenter le 19 septembre. Nous verrons aussi quelle sera la ferveur, c'est important, qui sera autour de ce cercueil. Nous avons vu hier des images qui ont été largement commentées, à la fois de Harry, de William, de Meghan, et tout ce qui était réuni, malgré aussi les différences. Cette image aussi, peut-être un dernier mot, elle est importante. C'est une ouverture finalement sur une dernière demeure. On accompagne ainsi alors, la souveraine aussi. Ça va marquer l'histoire. Vous qui êtes historien, ça sera dans quelques années, évidemment, des choses qui seront éminemment commentées. Oui, c'est admirable. En fait, ces Britanniques ont su conserver le sens de l'histoire que nous, Français, nous avons perdu. Perdu. Ah oui. Vous allez finir sur cette note-là aujourd'hui. Regardez le bicentenaire de Napoléon. Vous vous rendez compte, 2021, le Français le plus célèbre au monde, ça a été minable. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça a été minable. Les Français doivent se mettre à l'école anglaise. Bien sûr. Bien sûr, et être fier à nouveau de notre histoire, d'Austerlitz, de Napoléon, des grandes figures, de Charles de Gaulle, de Jeanne d'Arc. Regardez Jeanne d'Arc, on a l'héroïne qui, à travers le monde, a sa statue, justement, à Londres, à Canberra, à Toronto, et qui a bouté les Anglais hors de France, qui est aimée à travers le monde, sauf en France, puisque aujourd'hui, c'est l'égérie du Front National, il ne faut plus en parler. Mais comment vous expliquez, vous qui écrivez, évidemment, et que vous êtes un passionné d'histoire, comment vous expliquez cette défiance à l'égard de certaines figures historiques en France ? L'ignorance, cette longue montée de l'ignorance, on le voit à travers le décolonialisme. Regardez des figures fantastiques comme Faidherbe, Gallieni sont attaqués, alors que justement Faidherbe avait épousé une Sénégalaise et que son fils était métis. Voilà ce que je dis aux décoloniaux, aux Black Lives Matter et aux wokistes. Encore un mot quand on va voir, évidemment, on va attendre peut-être que cette sortie va avoir lieu dans quelques instants. Voilà. Elle aura lieu, elle sera commentée en direct sur nos antennes. Merci encore d'avoir été notre invité. Merci à vous et bon après-midi, bon dimanche sur CNews et Europe 1.